Alors nous sommes lundi, on est le 11 Tevet, et nous sommes arrivés d'Av Koufhe de Baba Messiah Koufhe. On est à la première ligne. Et Amar Rava, Rava dit Hayman de Kabel Iskam Havre ou Fasid, Tarah Umaliye, Vela Odae. Il dit c'est un homme, il a pris donc une affaire chez quelqu'un. Comme on a expliqué hier, tu donnes de l'argent à quelqu'un, il va acheter de la marchandise, il va travailler avec, et après on partage les bénéfices. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Au Fasid, au début, il a perdu. Ensuite, il a retravaillé, il a récupéré la perte. Imaginons, il lui a donné, par exemple, 1000 euros, on va dire comme ça. Au début, il a perdu 100 euros. Et après, il a retravaillé, il a gagné 100 euros finalement. Donc, il n'a pas dit à son fournisseur ce qui s'est passé. Maintenant qu'il vient, il ne peut pas venir lui dire, rappelez-vous, on a dit hier que quand on fait des affaires pareilles, la convention est, quand il y a une perte, on fait moitié-moitié, et quand il y a un bénéfice, c'est les 2 tiers pour le monsieur qui travaille, 1 tiers pour le fournisseur. Alors, il ne peut pas ici lui dire, tu sais, au début, j'ai perdu 10, donc tu assumes avec moi 5-5. Et maintenant, j'ai gagné 10, alors je te donne 1 tiers, 2 tiers. On ne peut pas dire ça. Participe avec la perte avec moi. Parce que s'il lui dit maintenant il lui a donné 100, 1000, il a 1100, donc les 100, ils vont partager, comme on a dit, donc dans les bénéfices, par exemple, 1 tiers, 2 tiers. Mais s'il lui dit, assume avec moi, la première fois que j'ai perdu 100, il va d'abord perdre 50 sur les 100, et après il va lui donner 1 tiers de bénéfices. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le fournisseur, il peut lui dire, si toi-même tu t'es rattrapé en travaillant plus, et pour avoir un bénéfice derrière, c'est justement pour ne pas que tu aies une mauvaise renommée qu'on t'appelle un mauvais commerçant, un commerçant perdant. Alors tu ne peux pas maintenant me faire supporter la perte que tu as eue au début, puisqu'après tu as retravaillé et tu as rattrapé les pertes, alors on va que sur ce qu'il y a maintenant. Encore Rava nous donne un autre enseignement. Imaginons un monsieur, il a fourni à 2 associés, soit de la marchandise, de l'argent, ou de l'argent pour travailler. Et comme d'habitude, on partage les bénéfices. Alors, les 2 associés ont travaillé et ils ont gagné. Seulement, ce n'est pas encore arrivé le délai pour rendre donc l'argent ou le bénéfice avec le fournisseur. Un il dit à l'autre, viens on partage maintenant. Imaginons, il leur a donné ça pour 1 mois. 15 jours après, ils ont travaillé, ils ont gagné. Un il dit à l'autre, les 2 associés, viens on partage. Et Amal et Dan la Gemara Rava il nous dit ici, si l'autre il dit non, je ne veux pas partager, il a raison. Il va nous expliquer comment. Si maintenant il lui dit par exemple, on prend le même cas, il leur a donné 1000 pour tous les 2, ils ont gagné par exemple 100, et alors au milieu du mois, il vient à l'autre et dit écoute, on a gagné 100, viens on partage 50-50, et on continue à travailler avec le reste de l'argent. L'autre lui dit non. Je m'oppose, je ne veux pas partager les bénéfices maintenant. Pourquoi? Il est dit parce que ce qu'on a gagné maintenant, c'est une garantie pour la suite. Et imaginons qu'après on perd. Au moins, ça équilibre. Alors, je ne veux pas partager. Laisse les bénéfices maintenant. On verra jusqu'à la fin du mois ce que ça donne. Si maintenant l'associé lui dit, tu sais quoi, on a 1100, on partage les bénéfices et on partage aussi le capital. Garde 500 plus 50 pour toi, 500 plus 50 pour moi. Là aussi, l'autre, il peut s'opposer. Pourquoi? Il dit non, l'affaire, elle est sur la totalité de l'argent. C'est-à-dire ta somme de 500 que tu veux prendre, elle est aussi meshorbedet pour moi. Imagine que moi, après, je travaille, je ne gagne pas assez, et toi, avec ta part, tu gagnes. Au moins, ta part, elle équilibre la mienne. Alors, je ne veux pas partager. Enfin,
Si maintenant on lui dit, tu sais quoi, on partage le capital, on partage les bénéfices. Et si tu as le moindre problème, moi je te complète. Même ça, la Gemara dit non. Il peut refuser l'autre. Pourquoi? Amal est là. Non. Mazala devait être adif. Il dit le mazal de 2, c'est mieux que le mazal de 1. C'est-à-dire quand on travaille à 2, il y a plus de chances qu'on puisse gagner. Alors je m'oppose à faire le partage maintenant. Maintenant, une nouvelle Mishnah. On parle toujours donc des métayers qui prennent des champs pour travailler. Hamekabel sadeh mehavero. Velo lasa lenakesh. La Mishnah dit que quelqu'un il prend un métayer, il vient travailler dans un terrain et il ne veut pas lenakesh. Lenakesh ça veut dire sarcler, ça veut dire enlever les mauvaises herbes. Il ne veut pas enlever les mauvaises herbes. Parce que normalement, quand on travaille dans un terrain, pendant qu'on doit labourer le terrain, on doit semer, moissonner, on doit arranger le champ. S'il y a des mauvaises herbes, on les enlève, etc. Et lui, il dit non, moi je ne veux pas. Et lui dit, le métayer au propriétaire, il dit, mais pas de terrain, qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Même si je travaille, j'enlève les mauvaises herbes ou pas. Puisque de toute façon, le contrat, moi je te donne par exemple à la fin de l'année 200 kilos de blé. Qu'est-ce que ça t'importe? Que j'enlève les mauvaises herbes ou pas? C'est pas un problème pour toi. Alors la Mishnah a dit, le propriétaire il peut ne pas accepter. Pourquoi? Parce que le propriétaire peut lui dire, très bien, tu es gentil toi, tu me donnes 200 kilos à la fin de l'année. Mais quand tu vas partir le lendemain, le champ il va être plein de mauvaises herbes. Ça ne m'intéresse pas. Donc tu dois faire comme tout le monde. En même temps que tu travailles le champ, tu enlèves les mauvaises herbes. Quand il donne le terrain, il y a des mauvaises herbes. Quand ça pousse, en général, il y a toujours des mauvaises herbes qui poussent en même temps. Gemara, la Gemara nous dit, si maintenant, le bétayer lui dit au propriétaire, tu sais quoi, après que je moissonne tout ça, je t'enlève les mauvaises herbes. Pas pendant que c'est en train de pousser. Alors, il peut non plus s'opposer le propriétaire. Pourquoi? Parce que si tu laisses à la fin de la moisson, le blé qui pousse, comme il y a des mauvaises herbes autour, il ne va pas bien pousser. Moi, je veux de la qualité de blé, bonne qualité de blé. Donc, il faut que tu fasses le travail pendant qu'il y a la culture qui pousse. Tu es obligé de travailler. Maintenant, s'il lui dit, écoute, je le fais à la fin de la moisson, et maintenant tu me dis que le blé n'est pas assez bonne qualité, moi je t'achète du blé de bonne qualité. Au lieu de te donner 200 kilos de ton terrain, ou c'est la qualité moyenne, je t'achète la qualité numéro 1 ailleurs. Là aussi, la Gemara dit, il peut se poser. Pourquoi? Il dit, moi je veux le blé de mon terrain, je ne veux pas le blé des autres. Donc tu es obligé de travailler, d'enlever les mauvaises herbes pendant la production, pendant que ça pousse. Si maintenant le métayer lui dit d'accord, tu sais quoi, comme on a prévu par exemple, on prend un exemple, le métayer s'engage à lui donner 200 kilos. Imaginons que toute la production totale c'est de 400 kilos, il s'engage à lui donner moitié. Alors le métayer dit, tu sais quoi, la moitié du terrain, je nettoie les mauvaises herbes, je te donne à toi cette bonne qualité de blé. L'autre moitié du terrain, moi je ne veux pas travailler. Moi j'accepte de prendre des mauvais blés. Alors on m'a dit, même ça, le propriétaire peut s'opposer. Pourquoi? Il lui dit, il dit, parce qu'après les gens, tu vas sortir une mauvaise renommée sur mon terrain. Les gens vont dire, c'est un terrain qui a un mauvais blé celui-là. Il ne faut pas l'acheter, c'est pas un bon terrain. Il dit, je n'accepte pas. Alors la Gemara dit, tout ça c'est très beau, seulement, c'est pas la raison qu'on a évoquée dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que s'il refuse de sarcler, d'enlever les mauvaises herbes, on n'écoute pas, parce que le terrain il peut faire des mauvaises herbes. Or, c'est pas du tout ce que tu es en train de me dire. C'est pour ça que la Gemara dit, en fait, ce qu'il lui dit, c'est que si tu laisses vers la fin, quand tu vas moissonner, il va donc tomber des mauvaises graines de blé puisque ce n'est pas de bonne qualité. Et c'est ce qui va pousser par la suite, ça va pousser de mauvaise qualité. Donc c'est exactement les mauvaises herbes qui vont tomber.
Matiti, nouvelle Mishnah. Hamekabel Sadeh Mehavero. Velo Asta. L'Agma dit comme ça, un métayer, il s'engage à travailler dans un terrain. Maintenant, il trouve que la production, elle n'est pas assez. Elle n'a pas fait une bonne production. Par exemple, si lui, il doit prendre, je ne sais pas moi, 200 kilos, il voit que finalement, il n'y a même pas 50 kilos ici. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il veut partir. Il veut s'arrêter. Il dit, monsieur, moi, je ne travaille pas ici, il n'y a pas assez pour moi. La Mishnah a dit, s'il y a de quoi faire un tas, donc du blé de la production qui va venir, il est obligé de continuer à travailler. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, c'est quoi ce tas-là? Il y a pas de, c'est pas défini. Tu prends un grand terrain, 50 hectares, ou tu prends un énorme terrain de 1000 hectares, tu vas me dire, c'est un tas, ça veut rien dire, c'est quoi ce tas-là? Et là, Rabbi Yehuda dit, c'est-à-dire, si dans la production minimale que tu as, tu peux avoir des graines pour semer pour la saison prochaine, alors tu dois continuer à travailler là-dedans. Keden fila, c'est-à-dire de quoi tirer pour ressemer pour l'année prochaine. Ça, c'est la Mishnah. Gemara, Tano Rabbanan. Hachamim enseigne, Hamekabel Sadeh Mehavero. Si quelqu'un il prend un terrain, donc c'est son prochain, un métayer, Velo Asta, ça n'a pas produit ce qu'il faut. S'il y a de quoi faire un tas, il dit, il est obligé de continuer, comme on a dit dans la Mishnah tout à l'heure. Pourquoi? L'Agma a dit, parce que dans le contrat, le métayer, il écrit comme ça par rapport à son propriétaire. Il lui dit, Ana Okim, moi donc je vais venir, Ve'anir, je vais labourer, Ve'ezra, et je vais semer, Ve'arsod, et je vais moissonner, Ve'amer, et je vais mettre en tas, Ve'adouche, et je vais battre le blé, Ve'edri, et je vais donc vanner le blé, Ve'ochim Kadea Kodamach, et je vais te mettre donc à ta disposition le tas de blé comme c'est convenu. Ve'tite ant ve'tetul palga. Et toi tu viens et tu prends la moitié. Par exemple ici ils ont convenu qu'ils prennent 50-50. Vana, et dans le contrat il écrit le métayer. Et moi par contre, Ba'amali ubnafrot yadai, par mon travail, par l'œuvre de mes mains, palga, je prends aussi la moitié comme toi. Voilà ce qu'il lui écrit. Donc, c'est pour ça que même s'il y a une petite production, de quoi faire un tas, ça suffit. Bien, l'Agma a dit, c'est quoi ce tas-là dont tu parles? C'est quoi le volume? L'Agma a dit, avant, quand il voulait vanner le blé, quand on bat le blé, les vaches, elles passent dessus, elles battent le blé, elles font sortir les graines, mais il y a le mélange, la paille avec les graines. Alors ils prennent des gros plateaux, ils mettent ça, après ils soulèvent comme ça avec le vent, et le vent il fait partir la paille, il laisse les graines dessus. Alors l'Agma a dit, c'est quoi ce volume de tas dont on parle ici? Et si tu mets le plateau dans lequel il y a, donc on met en général les graines, enfin pour les vanner, et ça recouvre le tas. C'est-à-dire, si le tas il est petit, et que le plateau il sort des deux côtés, si on fait un tas comme ça, pointu, et tu mets un plateau, le plateau par exemple il est comme ça, ça ne tient pas, il tombe. Donc c'est pas bon. Il faut que le tas soit assez volumineux pour tenir un plateau dessus. D'accord? Voilà un petit peu ce que la Gemara donne comme évaluation par rapport à la grandeur de ce tas. Alors la Gemara pose une question, et dit maintenant si le plateau il tient, mais les deux bords de chaque côté ils tiennent pas. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Tashema, Amar Rabbi Abahu. Il vient Rabbi Abahu, il répond, il dit, les dédés me fâcha les menées de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Moi, il m'a expliqué Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Kol she'en koneh shelo ro'eh penei hama. C'est-à-dire, il faut pas que rien que de la pelle, il voie le soleil. Ça veut dire, il faut que tout soit couvert par le tas. Il faut que tout le plateau, il soit, qui est l'eau, couvert par le tas. Donc, il faut que le volume soit assez grand pour supporter ce gros plateau. Et l'Agma nous donne ici quelques évaluations.
Etma, Lévi Amar, Shalosh Sein. Lévi, il dit 3 CA. Alors, la CA, c'est 8,5 kg, à peu près. Donc, 3 fois, ça fait à peu près 25 kg. Donc, s'il y a une production minimale de 25 kg, alors c'est bon. Des Rabbi Abnaïs Amri, Sataim, si Rabbi eux, ils disent non, il faut 2 fois CA, pas 3. Amar Rishaki, Sataim, Sha'am, Rohos, Menahos, Sa'a. Rishaki, j'ai dit, les Sataim dont on parle ici, donc c'est en dehors des dépenses qu'on fait pour avoir donc tout cela, toute la production. Nanata, la Gemara vient ramène ici une Mishnah, comme on parle de mauvaise production. Alors il dit, précis zetim va'anavim. Il dit comme ça, les olives racha et les raisins racha. La Mishnah dit comme ça, les olives qui sont rechaim et les raisins qui sont rechaim. Bet Shammai metam'in ou Bet Hillel metaharin. Selon Bet Shammai, ils prennent la tom'a, et selon Bet Hillel, ils ne prennent pas la tom'a. C'est quoi ce qu'on appelle des olives racha et des raisins racha? Bah, tout simplement, ce sont des olives et des raisins qui, quand on les presse, ils ne donnent pas assez de vin ou d'huile. C'est vraiment des misérables, quoi. C'est pour ça qu'on les appelle des rechaim. Alors, Bet Shammai disent ils sont tamés, ça veut dire quoi? Bien qu'ils donnent très peu d'huile, ils ont quand même statut de fruits. Et comme tous les fruits, ils prennent l'impureté, ils transmettent la pureté. Alors que Bet Hillel disent, Metaharen tahor. Pourquoi? Selon Bet Hillel, c'est pas un fruit ça. C'est comme les feuilles d'un arbre, les branches d'un arbre. Dans un arbre, les fruits, ils prennent l'impureté. Les feuilles et les troncs, ils ne prennent pas l'impureté. Alors Bet Hillel considère ça comme c'est des olives ou des raisins qui sont vraiment, ils donnent pratiquement rien comme jus. Alors on ne les considère pas comme un aliment, comme un fruit. Donc du coup, ça ne prend pas l'impureté, selon Bet Hillel. Même sur les manches. Même sur les manches. Maï Pédessé Zitim. La Gemara a dit qu'est-ce que c'est? Parce que nous on a expliqué c'est Rechaim Zitim, Rechaim. C'est quoi ça? Hein? Amar Ravuna Rechaim Zitim. Ravuna a dit voilà, c'est des olives racha. Alors, Amar Rav Yosef Ume'ekra'a. D'où tu as appris que le mot Paris, c'est quelqu'un qui est racha? Il dit parce que tout simplement il y a un passage qui dit Ouvnei Pédessé Amecha. Ça c'est dans le prophète Daniel. Il parle là-bas à propos des Rechaim de Bnei Israël. Ils voudraient donc prophétiser, mais ils vont trébucher. Donc on les appelle précis, c'est Racha. Rav Nachman ben Isaac Amal Mehacha. Rav Nachman ben Isaac lui dit on apprend ça d'un autre pasuk. Il est marqué dans le pasuk, il est marqué Veholid ben Paris Shofer Dan. On parle des mauvais gens, quand ils vont avoir des enfants chauffeurs d'âme criminels qui versent du sang, donc on les a traités de Paris. Donc tu vois que Paris, c'est quelqu'un qui est rachat mauvais. Viens maintenant, la Gemara a dit, comment on définit des olives rachat ou des raisins rachat? C'est quoi la production minime qui vraiment définit les olives rachat? Vichama précisité. Rabbi Elazar Amar, Arbat Kabin la Kora. Rabbi Elazar dit c'est quand on met des olives sous parce qu'avant ils avaient la poutre dans le pressoir, ils mettaient la poutre pour écraser les olives, et ça donc ça faisait pression et ça donnait donc l'huile. Alors il dit quand tu mets le volume, donc un sac d'olives là-bas, il te sort à peine Arbat Kabin, c'est-à-dire Arbat Kabin. Kav c'est 1,3 litre fois 4, ça te fait à peu près 5 litres à peu près. Si ça ne fait que 5 litres seulement, c'est ça les olives qui sont misérables, pas bons, on les appelle rachat. Deve Rabbi Hanai Amri, dans la yeshiva de Rabbi Hanai, on dit Sataim la Kora. Sataim, 2 CA, c'est 2 CA. CA, c'est 6 fois. C'est ça. CA, c'est 6 fois Kav. Donc, eux, ils disent, Sataim, ça veut dire 12 Kav. C'est-à-dire, quand tu mets un sac d'olive et que ça sort moins que 12 Kav, 12 fois 1,3 litre, alors ça s'appelle des olives rachat. Ça, quand c'est quoi, il y avait de l'huile. Alors, oui, alors ils avaient une norme, parce que la poutre, elles sont toutes les mêmes.
D'accord? Alors, mais l'Agmara dit en vérité, il veut l'appliquer. Il n'y a pas de mahlouk entre les deux avis. Comment? Un, il dit 4 caves et l'autre, il dit 12 caves. Tu me dis, c'est pas de mahlouk? Il dit oui. Il dit, dans l'un, il mettait un sac qui contient un volume. Dans l'autre, il met un sac, des grosses poutres, ils mettent un sac 3 fois le volume. Alors, automatiquement, la production, elle est 3 fois plus. C'est pour ça, ici, on a des 4 caves. Et là, on a dit 12 caves. Mais en fait, c'est la même chose. Ça dépend ce que tu mets dans le sac au début. Donc, c'est pour ça, ce qu'on appelle les mauvaises olives et mauvais raisins, c'est quand la production, elle est vraiment minimale à ce point-là. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Alou be'ilan shekuhoda ufsucha shekuhada. Tamé. La Gemara dit comme ça. S'il y a, alors nous on sait que quand un homme il est impur, il transmet l'impureté par le toucher, le contact, d'accord? Ou bien par orel, par l'attente. Mais il y a dans la Torah le zav et la femme nida, c'est quelqu'un qui a un écoulement ou la femme qui a un écoulement. Eux ils transmettent l'impureté même de façon indirecte. Ça veut dire, s'il y a une planche dans une balançoire par exemple, quelqu'un il est assis ici, il vient un zav, il s'assoit de l'autre côté, alors il fait monter un petit peu, il fait bouger un peu la poutre, la balance, l'autre aussi il est impur même s'il n'a pas touché. Ça c'est la particularité du zav et de nida. C'est pour ça que la Mishnah dit là-bas, s'il y a un zav et un homme pur, Alou be'ilan, ils sont montés sur un arbre, mais un arbre il est fatigué. On va expliquer ce que c'est. Ou bien ils sont montés sur une branche d'un arbre, là aussi qui est faible. Alors il dit, mais pourquoi? On comprend. Si la branche elle est faible, quand l'autre il s'agrippe, il va bouger la branche. Donc automatiquement l'autre aussi, il est bougé indirectement. Donc il est tamé, puisque à distance on est tamé. Dans l'arbre aussi c'est la même chose. Si l'arbre il est faible, peut-être qu'en s'agrippant, il va un petit peu pencher l'arbre. Alors du coup, il est tamé. En parlant d'impureté, est-ce que le simple fait d'avoir un contact ou une présence avec un rachat, c'est quand même de l'impureté? Non. Il faut qu'il soit impur pour être impur. Non, je parle du rachat. S'il est à côté d'un... Un rachat, pas forcément il est impur, il peut être rachat sans être impur. Alors le Gemara dit, qu'est-ce qu'on appelle un arbre qui n'a pas assez de force, qui est faible? Il dit, si dans le tronc, on n'a pas... Non, la largeur de quoi mettre rova krav, c'est-à-dire le quart d'un krav. Un krav, c'est, on a dit 1 litre 3. Le quart, c'est à peu près 1 tiers de litre. Donc si le tronc n'a pas de... Si on ne peut pas mettre sur le tronc ce volume-là, donc c'est que le tronc il est trop petit. Donc c'est ça un faible. Après il dit, et qu'est-ce qu'on appelle une branche qui est faible? J'ai dit c'est simple, si tu prends une branche dans la main, et tu la tiens dans la main, et toute ta main, elle cache la branche, ça veut dire qu'elle est petite, elle est fine. Tu sais, ce qu'on met dans la main, quoi, à peu près diamètre de 3, 4, 5 cm, à peu près. Encore la Mishnah enseigne là-bas. Vous savez, il y a marqué ce qu'on appelle nous Betapras. C'est un terrain dans lequel il y avait un mort enterré. Et après, avec le tracteur qui laboure, il a un petit peu déplacé les ossements de partout. Donc on a un safek. Alors les Kohanim n'ont pas le droit de marcher là-dessus. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Si quelqu'un si quelqu'un il marche dans un terrain pareil, al gabé avanim, mais sur des pierres. Seulement, chez Achol et Asit, que les pierres, quand on marche en dessus, elles bougent. Donc si la pierre elle bouge, comme éventuellement s'il y a un os en bas, et tu fais la pierre elle bouge, donc toi aussi tu es tamé. Ce qu'on appelle Hisset. Ou bien al-Hadam al-Abema, où quelqu'un il monte sur un monsieur ou sur un animal, chez Kohanana,
qui sont faibles, et tu marches sur un terrain pareil, alors lui aussi il est tamé. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'on appelle Hichidami Adam Shekohora? C'est quoi un homme qui est faible? Il dit, si quelqu'un, quand tu montes sur lui, il a les genoux qui se... Enfin, il tremble, quoi. Voilà, c'est ça un homme faible. Et c'est quoi un animal faible? Il dit, quand tu montes sur un animal et l'animal il fait ses besoins, c'est qu'il n'a pas assez de force pour supporter. La tefila ou les tefilin, al-ba'a qabin. Et dans la yeshiva de Rabbi Yanaï, on enseigne, on dit, pour la tefila, pour faire la hamida, ou pour mettre les tefilin, al-ba'a qabin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il porte un chargement qui est 4 caves, on a dit, c'est à peu près 5 kilos et quelque chose, puisque un cave, non, pardon, un cave, on a dit, log, c'est 1 tiers de litre, un cave, c'est 1 litre 3. Oui. Donc 4 fois cave, c'est ça, c'est à peu près 5 kilos. D'accord? Celui qui a un chargement de 5 kilos sur la tête, ni il peut faire la tfila, ni il peut mettre les tfilines. Alors là, on m'a dit, les tfila, maïhi, c'est quoi pour la tfila? Détania, la Breta dit comme ça. Il faut aussi quelqu'un il a un chargement sur ses épaules. Pas sur la tête, sur l'épaule. Il arrive le temps de la Hamida. Si le chargement il est moins de 4 caves, donc moins de 5 kilos, il peut les mettre derrière lui, donc il prie la Hamida, c'est pas un problème. Mais si le chargement il fait 4 caves, alors là, il est obligé de les poser à terre pour prier. Parce que quand ça pèse plus que 5 kilos, ça fait un petit peu dérangeant pour la tfila, donc tu les poses au sol. Maintenant, les tfilines, c'est quoi les tfilines? Maïhi, c'est quoi? Les Tania, là aussi, la Braïta dit, si quelqu'un il a un chargement sur sa tête, ou tfilin berusho, et les tfilines aussi ils sont sur ta tête, et maïot tfilin dans sa sorte, assour, là, au mouta. Si les tfilines ils sont écrasés par le chargement, c'est sûr que c'est assour, mais si les tfilines ne sont pas écrasés, alors c'est mouta. Tu as un chargement ici, tu as les tfilines qui sont là. Tant qu'ils ne sont pas touchés, écrasés par le chargement, alors c'est moutard. Alors là, on a dit, ce qu'on a dit que si le chargement il écrase, eh bien il faut l'enlever, c'est quoi? C'est quand il y a 4 caves. Tani Rabbi Hiya enseigne. Hamosi zebel al rosho, utfilin berosho, hadeze lo yisalekim nizadin velo yichshenim bemotnao. Il dit si un homme il a zebel al-rosho, c'est-à-dire donc il a des déchets, des poubelles quoi, et il a les tfilines sur sa tête, il n'a pas le droit de mettre les tfilines sur le côté, ni il les met il les attache dans sa hanche, parce que c'est bizayon quand on a de la poubelle sur soi et de porter les tfilines comme cela. Mais il a le droit de les mettre, attacher les tfilines sur le bras, comme ils sont couverts, là il n'y a pas de problème. משום דבי של האמרו, אפילו מטפחת שלהם אסור להניח על הראש, שיש בו תפילין. Il dit donc dans les yeshiva de Rabbi Shila, on a dit que même mitpahat, c'est-à-dire le sac dans lequel on met les tfilines, c'est assuré de le mettre sur la tête quand on a les tfilines. Bechama, combien c'est le sac? Même un petit volume de rien du tout, on n'a pas le droit de mettre sur la tête quand on a les tfilines qui sont posées sur la tête. On revient maintenant sur notre Mishnah quand on a dit que quelqu'un, un métayer, travaille dans un terrain, il voit que la production elle n'est pas terrible, alors il veut partir. Jusqu'à combien il ne peut pas partir? On a dit yesh donc eden fila, c'est-à-dire que si la production elle est telle que il y a assez de graines pour semer pour la saison prochaine. Alors on a dit vichama keden fila, c'est combien ça? Bien mais amar Rabbi Yochanan arba'a se'in la kor. Il dit 4 CA pour un corps. C'est-à-dire que si
si le champ, on appelle ça bet-kor, c'est-à-dire tu peux... un corps c'est 30 CA. Un corps c'est 30 CA. Le Mishkan, il faisait 2 CA. Et le Mishkan, il mesurait 100 amas sur 50 amas. Donc 50 sur 25 mètres. Si tu multiplies ça par 15, tu obtiens un terrain, d'accord, qu'on appelle bet-kor. Or, c'est combien on peut semer dans un bet-kor? Il dit Rabbi Yochanan Arba'a Se'in. Donc, c'est-à-dire que si le terrain il fait ces dimensions et que la production elle est de Arba'a Se'in, alors tu travailles parce que c'est suffisant pour semer dans un champ de telle dimension. Rabbi Hamid Eleha Ama. Maintenant, Rabbi Hamid, tout à l'heure, il a parlé au nom de Rabbi Yochanan. Maintenant, il parle en son nom personnel. Il dit Shmonat Se'in la corps. Lui, il dit non, il faut 8 CA pour un corps. Le double de ce qu'il vient de dire maintenant. Alors, Amal et Aoussava, les Rav Hama, de Rabba Balavou, il y avait un Hacham, un sage vieux, il a dit à Rav Hama, il a dit, viens, espéraler. Je t'explique pourquoi Rabbi Ami, il a dit, au nom de Rabbi Yochanan 4, et en son nom personnel, il a dit 8. Il dit tout simplement parce que, Bishne de Rabbi Yochanan, Havash Minara. Bishne de Rabbi Ami, Havash Minara. Il a dit qu'à l'époque de Rabbi Yochanan, la terre elle était grasse. Tu mets 4, ça te donnait donc la production normale. À l'époque de Rabbi Ami, lui, la terre elle est devenue plus faible. Il fallait mettre plus de graines pour donner les mêmes productions. C'est pour ça qu'il est multiplié par 2. Na'anatam, puisqu'on parle qu'Eden Fila, il y a une autre notion. La Mishnah l'enseigne là-bas. Harouach shepizrat ha'omarin. Vous savez que nous, quand on a ce qu'on appelle la mitzvah de leket, leket, c'est-à-dire quand on moissonne le champ, en général, quand on moissonne, il y a des épis qui tombent. 1 ou 2 qui tombent, on les laisse, c'est pour les pauvres. Ce qu'on appelle leket. Alors, la Mishnah dit là-bas, imaginons un monsieur, il a moissonné le champ, il y avait plein de petites épis comme ça dispersées dans le terrain, c'est pour les pauvres. Seulement, lui, quand il a moissonné, il a mis ses tas de chiboulettes, donc les épis de blé, il les a mis dans des tas. Il est venu avant, il a tout éparpillé dans le champ. Du coup, toutes les épis qui étaient la cueillette pour les pauvres, ils sont mélangés avec sa récolte. Combien il donne? On ne sait plus. Alors la Mishnah a dit, on évalue combien c'est à peu près, et il donne aux pauvres cette valeur-là. Haramim, ils savent comment. Alors là-bas, Shimon Gamliel notait la anim qui est d'enfila. Rabbi Shimon Gamliel lui dit, il leur donne qui est d'enfila. Alors il m'a dit, c'est quoi qui est d'enfila? Vechama qui est d'enfila, combien? Alors, on nous donne ici les mesures, les valeurs selon les Hachamim. Qui a talaf dit, mais Amar Rabbi Elazar v'etem Rabbi Yochanan, Arba'at Qabin les corps. Alors lui, il dit, combien tu donnes aux pauvres? Arba'at Qabin pour un corps. Donc pour un champ, quand on a donné des dimensions tout à l'heure, Arba'at Qabin, c'est comme on a dit tout à l'heure, donc c'est à peu près 5 kilos. Via Ba'ir Rabbi Irmiya, il pose une question. Il dit, les corps zera ou les corps tfoua? C'est-à-dire, quand on dit un champ de corps, c'est un champ qui produit un corps, ou bien un champ dans lequel tu sèmes un corps. C'est-à-dire, il est énorme, tu vas semer un corps et ça donne la production donc en corps. Les mapolitiades ou les mapol shvarim? Parce que là aussi, la Gemara a posé une question, elle dit, avant, comment on semait le blé? Soit un homme, il marche, il fait comme ça, soit avec des taureaux, dans les charrettes, il met des trous et le taureau, il marche en même temps, ça tombe. Comme ça, c'est uniforme. Évidemment, c'est beaucoup plus que chez l'homme. C'est pour ça qu'il lui dit, est-ce que tu parles de semer par un homme ou semer par le taureau? C'est des détails. Alors, m'a dit Tashema, elle répond, il est venu Ravin, Amar Rabbi Abo, Amar Rabbi Elazar. Il a dit au nom de Rabbi Abo, on est au nom de Rabbi Elazar. Il a dit non, c'est le corps zera. C'était quand à chaque fois qu'on sème un corps, on donne Arba'at Qabin donc aux pauvres.
Maintenant, il lui dit, est-ce que c'est un homme qui sème aussi les taureaux qui le font? La Migmara dit, on ne sait pas, on ne répond pas à cette question. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Un métayer, il vient travailler dans un terrain, comme d'habitude. Le problème, c'est quoi? Imagine, il y a eu une épidémie de sauterelles, il a tout mangé, toute la récolte, ou presque. Ou encore, Nishdafa, il y a eu un vent, qu'on appelle ça, un vent très chaud, là, vous savez. Sirocco, qui a donc tout détruit, toute la récolte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Imagine qu'il lui dit, voilà, monsieur, je travaille. À la fin de l'année, de la saison, je te donne 200 kilos de récolte. Maintenant, il n'y a même pas 50 kilos, il y a. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, et la Mishnah dit comme ça, et Makat Medinahi, si c'est tout le pays, toute la province qui a eu donc cette épidémie, ce problème-là, hein, alors il lui dit, monsieur, évidemment, tu supportes comme moi, tout le monde a supporté, tu supportes aussi la même chose. Donc il va déduire donc, du quota qu'il avait initialement prévu de lui donner. Maintenant, Imena Makat Medina, mais ce n'est pas une plaie qui a frappé toute la province, mais seulement son terrain, lui. Alors, il ne peut pas lui déduire, il est obligé de lui payer ses 200 kilos comme prévu. Parce que l'autre lui dit, monsieur, c'est pas mon problème. Si tu as un mauvais mazal, c'est qu'Hachem a voulu te punir, c'est ton souci, c'est pas le mien. Rabbi Yehuda Omer, im qibela imenu b'ma'ot, vient Rabbi Yehuda, il dit, attention, si maintenant le métayer, il est venu travailler, mais pas pour donner de la récolte, pour donner de l'argent. Et d'habitude, nous on dit, voilà, il travaille, il donne 200 kilos à la fin de l'année, ou je sais pas combien. Là, il dit, voilà, je te donne par exemple 2000 euros à la fin de l'année. Là, dans tous les cas, il ne peut pas déduire. Donc, tu parles d'argent, tu dois donner donc la somme d'argent qui était prévue. La Gemara dit comme ça. Qu'est-ce que tu appelles une épidémie qui frappe toute la province? Amar Rabbi Yehuda, qui rendit Jdouf dans Vadevaga. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Par exemple, les champs, en général, il y a une grande forêt, il y a plusieurs champs qui appartiennent à plusieurs personnes différentes. Alors, si la majorité de la forêt, elle a été atteinte par l'épidémie, c'est ça ce qu'on appelle Makat Medina. C'est pas toute la forêt. Même il suffit que la majorité de la forêt, elle a été frappée, alors, dans ces cas-là, ça s'appelle Makat Medina, et il lui donne donc moins que ce qui a été prévu. Ça, c'est Rav Yehuda. Oula il dit, Oula il dit non. Pour savoir ce que c'est Makat Medina, c'est par exemple, lui, le champ, il est là, et tous les champs qui sont autour, aussi, ils sont frappés par l'épidémie. Dans ces cas-là, ça s'appelle Makat Medina. Et donc, dans ce cas-là, il lui donne moins que ce qui a été prévu. Maintenant, la Gemara pose une question. Bao b'ma'areva nishdaf telem ehad al pene kulla. Mai nishtayet telem ehad al pene kulla. Mai. La Gemara dit comme ça. Et on pose une question. Si nishdaf telem ehad al pene kulla. Si en fait le terrain, il n'a pas été tout abîmé. Mais telem ehad, telem, c'est une rangée. Vous savez que le tracteur pour labourer, l'outil pour labourer, il mesure comme ça par exemple, il laboure une partie, après ils font à côté, ils font une partie, et ainsi de suite. Une rangée, on va appeler ça une rangée. Alors, moi, a dit maintenant, si nous on a dit, le champ il est là, si les 4 champs ils sont abîmés, alors lui aussi il s'appelle abîmé, c'est Makat Medina. Il dit maintenant, si par exemple dans les champs voisins, donc lui il est abîmé complètement. Et dans les champs voisins, il y a une rangée seulement qui est abîmée. Là aussi, une rangée qui est abîmée. Là aussi, une rangée. C'est pas tout le terrain qui est abîmé. C'est qu'une seule rangée de chaque côté autour. Et lui, est-ce que ça s'appelle Makat Medina ou pas?
Deuxième question. Il dit maintenant, la deuxième question, il dit ici le contraire. Si tous les champs autour, ils ont été abîmés, mais dans le champ du monsieur lui-même, il y a une rangée qui n'a pas été abîmée. Est-ce que ça s'appelle aussi comme les autres ou pas? La Gemara continue. Efsika bira mai. Si maintenant, c'est ça. Imaginons, il y a ici un champ qui est donc cultivé. C'est lui dans lequel il travaille le métayer. Maintenant, il y a un champ ici, ce qu'on appelle bourg. Ça veut dire il n'est pas travaillé. Et le champ à côté, il est travaillé. Alors, le Gemara a dit ici, celui-là, il a été frappé. Celui-là, il n'a pas été cultivé, donc on ne peut pas savoir ce qui aurait passé. Et l'autre, il est frappé. Est-ce que tu considères que, comme il n'a pas été cultivé, s'il avait été cultivé, il va être frappé comme les autres, et donc ça s'appelle Makat Medina? Ou bien tu dis non, la preuve c'est que lui-là, il n'a rien eu, alors ça s'appelle qu'il y a une séparation entre les autres et celui-là, il s'appelle Makat Medina. Aspasta Mai. La Gemara pose une autre question. Si le champ voisin, il est cultivé par aspasta, c'est ce qu'on appelle shahat, c'est la nourriture pour les animaux. Donc, est-ce que tu vas dire, vu que ça c'est la nourriture des animaux, et les 4 champs à côté, les 4 champs, c'est ça. C'est ça. Donc, les 4, il y avait le champ du monsieur dans lequel il travaillait. Et donc, lui, il a été abîmé. Autour, il y avait 4 champs qui n'étaient pas abîmés, mais ce n'était pas de la récolte normale pour le blé, normale pour les gens, c'était pour les animaux. C'était petite. Les animaux, quand ils sont petits, ils les coupent pour leur donner à manger. Et au-delà, il y avait des champs qui ont été abîmés. Alors, quand il y a une interruption, est-ce que tu es associé avec les autres ou bien tu es associé pas avec les autres? Est-ce que tu considères ça comme une plaie de toute la ville ou pas? Zera aher mai. La Gemara donne une autre question. Si par exemple ici, il y a une semence A, et dans les champs voisins, il y a une semence B. C'est-à-dire que ce n'est pas la même semence. Et est-ce que tu peux comparer l'un avec les autres ou pas? Si les autres ils sont abîmés, celui-là aussi, et c'est la même Makat Medina ou pas? Et le vent, il tape sur tout. Il tape sur tout. Justement, la question elle est que, puisque c'est pas la même chose, tu vas me dire non, c'est pas pareil, celui-là c'est comme ça, l'autre c'est autre chose. Si c'était de blé là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas été frappés. Alors, le blé par rapport à l'orge, est-ce que ça s'appelle 2 espèces différentes ou pas? Sur toutes ces questions, la dernière question qu'on a posée, il dit comme ça. Il y a plusieurs types, comment un terrain, une culture s'abîme. Il peut y avoir ce qu'on appelle shiddafon, c'est quand il y a une sécheresse, ou bien un grand vent très très chaud, il abîme la récolte. Il y a aussi un autre type destruction de la récolte. Alors il pose exactement une question. Si maintenant dans ce champ-là, il y a eu un problème, par exemple par un vent très chaud, comme ça. Et dans les champs voisins, ils ont été abîmés, mais pour une autre raison. C'est pas la même raison, c'est pas les mêmes conséquences qu'il y a eu dans les 2 récoltes. Est-ce qu'on va considérer que c'est Makat Medina ou pas? Alors sur toutes ces questions, la Gemara répond, il n'y a pas de réponse. Ok? Voilà.